Et bien voilà, nous allons passer à l'assemblage proprement dit et je retrouve sur mon bureau le dossier qui contient d'une part les originaux en RAW, d'autre part les images qui ont été traitées en format JPEG et ensuite qui ont été redimensionnées au format 18 cm de haut. Elles sont ici dans le dossier Redim que j'avais créé pour les réceptionner. Alors, j'ai pointé ici, dans cette série d'images, l'image numéro 6, la 21, donc la 6, la voilà, la 21 et la 24. En fait, ce sont trois images qui se suivent. Hein. J'ai sélectionné ces trois images pour ma petite démo d'assemblage. Hein. Je ne vais pas réaliser en vidéo tout le montage, c'est-à-dire l'assemblage des 15 images. Ce serait un peu long. Donc, sur base de trois images, vous comprendrez facilement. Ces trois images se suivent, mais elles ne font pas spécialement partie de la même série. Par exemple, ici, on sent que l'image est un peu plus foncée, là aussi, un peu dans la même ambiance. Par contre, la 24, un tout petit peu plus claire. C'est pour ça que j'ai choisi ces trois images. D'une part, parce qu'il y a une petite différence de luminosité, et ça me permettra de vous montrer comment on agit une fois que le montage est terminé, comment est-ce qu'on agit entre deux images avec les calques de réglage pour corriger éventuellement une petite différence comme celle-là. D'accord? En plus, ici on a un personnage, par exemple, qui n'apparaît pas spécialement. Oui, c'est ça. Un, 2, 3. Alors, il y a un personnage ici, donc ça, ce serait la première. Ah non, la dernière image. Voilà, en fait, ils ne sont pas dans le bon ordre. Enfin, on va remettre de l'ordre dans tout ça tout de suite. Je prends donc les 1, 2, 3 images, je les ouvre dans Photoshop. Ok? Voilà, c'est parti. Voilà mes trois images. Donc, trois onglets différents, évidemment, un, 2, 3. Et vous voyez bien que ici, bon, on est au parc de l'Étoile à Namur. On a la première image qui serait celle-ci. Je crois que ça, c'est la toute première. Ça, c'est la dernière. La deuxième, oui, c'est ça. Première image, ce serait celle-ci. Donc, je vais essayer de la mettre dans le bon ordre. Hein. Je vais mettre la 24 ici, la 21 et la 6 qui serait la dernière, je la mets ici à la fin. Donc, regardez dans l'ordre. Première image, la petite serre qui est là. Deuxième image, la voilà la petite serre, hein, pour qu'on est bien dans le bon sens, dans le sens, on va dire, de rotation des aiguilles d'une montre, hein, un peu logique. Et puis 6, la dernière image, hein, avec ici le petit escalier que l'on revoit également ici. D'accord? C'est donc bien dans le bon ordre. Alors, c'est vrai que, on peut le contrôler, hein, ces images ont été redimensionnées au format 18 cm, alors qu'elles faisaient au départ 36-31, rappelez-vous. Ça me permet d'avoir un montage plus léger, hein, d'une part, d'autant que, je le répète encore une fois, ce qu'il faut fournir en fin de parcours, c'est un panorama sur 15 cm de haut, donc ça me laisse encore un peu de mou pour recadrer éventuellement, enfin pas recadrer, redimensionner le panorama en fin de parcours sur 15 cm de haut. Ok. Alors, plutôt que de travailler, parce que je pourrais hein, prendre cette image-là comme base, et puis travailler dessus en ajoutant les images au fur et à mesure du montage. Plutôt que de faire ça, je préfère démarrer sur un nouveau document. D'accord? Et pour ça, je vais prendre une copie en fait de la toute première image, qui est la 21 ici. Je fais simplement un select, tout sélectionner, hein, sélectionner, tout sélectionner, commande A, commande A. Je copie, en mémoire vive. Voilà, je n'ai déjà plus besoin de cette image 21 puisqu'elle est en mémoire vive. Je ferme donc l'image et je vais créer un nouveau document. Commande N hein, pour créer un nouveau document que je vais voilà, ici appeler, je pourrais appeler ça, alors on pourrait prendre la nomenclature souhaitée dans le briefing directement. Moi je vais simplifier un peu les choses, je vais mettre panorama, hein, très original. On va prendre une dimension voilà, ici en fait on remarque, hein, si je fais passer la mesure en pixels en centimètres, on remarque en fait la mesure qui a été prise en compte ici par défaut est celle qui correspond à l'image que j'ai copiée en mémoire vive. Elle fait déjà, vous voyez, 18 cm de haut, parce que j'avais copié en fait la 21 en mémoire vive. 18 de haut, 300 pixels par pouce hein, en résolution.
Elle est déjà dans le mode colorimétrique RVB, ça me convient bien. Par contre, le fond est blanc, ce qui est logique, hein, souvent c'est blanc, noir ou éventuellement une couleur d'arrière-plan. Moi, je vous conseillerais de changer cette couleur d'arrière-plan et de choisir une couleur qui claque bien. Vous voyez, un rouge bien pétant comme celui-là, un jaune fluo, un vert, bon, voilà. Quelque chose qui va effectivement être très lisible. Pourquoi? Ben parce que j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Si je travaille un peu trop loin dans mes masques de fusion, et que je déborde un peu sur le cliché d'à côté, le rouge qui est ici à l'arrière-plan va surgir dans mon image et va attirer mon attention beaucoup plus que si j'avais gardé la couleur blanche ou noire ou grise, neutre, à l'arrière-plan. C'est pour ça que je change ici cette couleur d'arrière-plan. Ok. Donc voilà, on a une image, un panorama qui va faire ici 18 de haut, qui correspond donc à une image de base, 300 dpi, couleur RVB en mode colorimétrique, couleur rouge. Je crée ce nouveau document, le voilà, il s'appelle bien Panorama, il s'est ajouté dans les onglets de Photoshop. Rappelez-vous que j'ai toujours mon image 21 en mémoire vive, et bien je vais m'empresser maintenant de la coller, commande V, ici sur Mac, hein, pour coller l'image et créer donc un calque supérieur qui s'appelle ici calque 1. Ok. Voilà, c'est le démarrage de mon panorama, un nouveau fichier qui permet de ne pas écraser les images originales redimensionnées en 18 cm qui se trouvent dans le dossier redim. Ça va, on démarre à 0 si vous voulez. On va prendre la deuxième image qui suit dans le bon ordre, hein, c'est celle-ci, la 24. Même chose, commande A, je sélectionne l'ensemble, commande C pour copier, d'accord? Et ensuite, bah, je n'ai plus besoin de cette image. Je vais la déposer directement pour créer un calque 2 supérieur. Calque 2, voilà, ici, en collant, commande V, l'image par-dessus. Alors, évidemment, on est un peu à l'étroit ici. C'est logique puisque, hein, on l'a remarqué tout à l'heure, le format de mon fichier panorama qui est en train d'être construit a exactement le format d'une image de base. Donc il va falloir agrandir, non pas l'image ici, hein, donc on ne va pas jouer sur image, taille de l'image, mais on va jouer sur la taille de la zone de travail, ce qui est évidemment fort différent. Alors, je vais choisir taille de la zone de travail, et on voit bien que pour le moment, hein, la taille actuelle, c'est une largeur de 12 cm, on va arrondir, hein, sur 18. Okay, là, c'était le format d'une image seule. La nouvelle taille, je vais déterminer maintenant, bah, est-ce que je garde 18 cm de haut? Est-ce que je garde 12 cm? Ben non, évidemment, je vais agrandir cette taille en largeur. Et donc, bon, je sais qu'une image fait plus ou moins 12. 12 fois 3, puisque j'ai 3 images à assembler ici pour vous, ça ferait 36. Allez, je vais mettre 36 et là j'ai largement évidemment la place pour mettre, pour positionner 3 images dans la largeur, étant donné que, rappelez-vous, au moment de la prise de vue, on prenait 50% de zone de chevauchement, donc de superposition entre deux images. Donc en prenant 36 cm ici, j'ai largement la place évidemment de déposer mes 3 images. En hauteur, eh bien, plutôt que de garder 18, je préférerais augmenter un tout petit peu le plan de travail, par exemple 19 ou 20 cm. Allez, je vais mettre 20 ici par exemple. 20 cm, ce qui me permettra d'agrandir également en hauteur un tout petit peu le plan de travail sur lequel on va déposer les images. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais qui permet de gérer la position en quelque sorte, hein, sachant que le petit point qui est là, au milieu des 9 petits carrés qui sont là, va désigner l'emplacement, on va dire, de la photo originale. Donc ça veut dire que si je veux agrandir mon plan de travail, passer de 12 à 36 en largeur, eh bien je vais devoir gérer cela avec cet outil. Lui dire par exemple, si je mets ma photo, hein, donc l'emplacement de la photo à ce niveau-là, en cliquant sur ce petit carré-là, je vais agrandir donc de 12 à 36 cm vers la gauche. D'accord? Si je me mets là, ben, il va répartir la différence entre 36 et 12, hein, 24, donc c'est ça, hein, 24 et 12, oui, 36. De part et d'autre de l'emplacement de la photo, c'est-à-dire 12 cm vers la gauche, 12 cm vers la droite, si je me mets ici, il va agrandir
de 24 cm vers la droite. Or, le sens d'assemblage de mes images, c'est le sens, on va dire, logique de rotation des aiguilles d'une montre, donc je vais bien aller vers la droite, je vais privilégier cet emplacement-là. Même chose pour la hauteur, qui passe en réalité de 18 à 20 cm. Eh bien, si je me mettais ici, par exemple, j'agrandirais en fait de 2 cm, hein, la différence entre 20 et 18, 2 cm vers le bas. Si je me mets ici, j'agrandis de 2 cm vers le haut. Si je me mets là, et c'est ça que je vais privilégier évidemment, je vais répartir la différence de 2 cm en haut de l'image et en bas de l'image, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté, ce qui est nettement suffisant pour l'agrandissement du plan de travail que je souhaite. Reste un point éventuellement à gérer ici, pour ne pas avoir un arrière-plan blanc par rapport au document. Je vais l'assortir à mon arrière-plan de base qui est le rouge là que j'avais choisi, et donc je choisis la même couleur ici dans le sélecteur de couleurs. Je confirme, et à ce moment-là, je confirme également l'agrandissement de la taille de la zone de travail, et j'ai bien, vous voyez, agrandi mon plan de travail, hein, qui est agrandi vers la droite, et puis une répartition équilibrée entre le haut et le bas, pour passer de 12 cm à 24 en largeur, et de 18 cm de haut à 20 cm. D'accord? Du coup, si je prends mon image ici, je peux évidemment, cette fois-ci, la visionner en entier, et imaginer où elle pourrait s'assembler avec l'image précédente. D'accord? Vous voyez la différence de luminosité là? C'est pour ça que j'ai pris en fait cette image qui fait partie d'une autre série ou d'un autre tour. Est-ce que le réglage était différent à la prise de vue? Est-ce que, je ne sais pas moi, la lumière était légèrement différente pour entamer ce deuxième tour? Le fait est, c'est qu'il y a bien une différence de luminosité entre les deux, et c'est ça qui m'intéresse, évidemment, ici. D'accord? C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là au milieu de ma série de 3. D'accord? Voilà. Alors, ici, évidemment, si on se contentait d'un positionnement comme celui-là, et rappelez-vous, certains avaient fait ça d'ailleurs pour le test que j'avais demandé de réaliser avec le 360 que vous avez déposé sur le serveur au tout début, hein, du cours, eh bien, forcément, ici, il n'y a pas de fusion en réalité entre les images. On s'est contenté de déposer les photos les unes sur les autres, enfin, les photos, comme s'il s'agissait d'une impression sur papier et qu'on déposait les images les unes sur les autres. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'avoir une fusion entre les images, une fusion progressive. Donc, en plus, on n'est pas du tout sûr qu'on est au bon endroit, là. Est-ce que la partie avec la petite maison, là, qui est ici, se positionne correctement si je fais ça? C'est un peu à l'aveuglette, quoi. D'accord? Donc, ce qui est évidemment plus intéressant, c'est de pouvoir voir exactement l'emplacement où on va réaliser la fusion. Pour ça, je vais passer le calque 2 dans une opacité moindre, et je propose évidemment de faire un 50%. De cette façon-là, le calque 2 est semi-transparent, si vous voulez, et là, on va pouvoir effectivement beaucoup mieux visualiser le placement de l'un des clichés sur l'autre. Alors, alors, oui, quelque chose de très important à bien retenir quand vous faites le positionnement d'un calque sur l'autre. Donc ici, on parle bien du calque 2 sur le calque 1. Ça va? Eh bien, il faut imaginer que l'emplacement où vous allez fusionner les deux images, c'est le milieu de la zone commune, la zone de chevauchement, la zone commune entre les deux clichés, donc entre les deux calque 1, calque 2. C'est au milieu de cette zone de chevauchement qui va de là, on le voit là, hein, qui démarre ici et qui s'arrête ici. C'est au milieu que vous devez avoir la meilleure fusion possible. Et pour être certain qu'on est parfaitement positionné, eh bien, je vous conseillerais de faire apparaître les règles, hein, en poussant sur commande R ou en allant chercher ici affichage des règles dans le menu affichage. De cette façon-là, vous avez les règles supérieures et ici à gauche qui permettent d'aller chercher les repères. Donc je vais positionner un repère ici sur l'image. Alors peut-être qu'en sélectionnant le calque 1, on aura voilà, un positionnement peut-être au départ, démarrage de l'image, sans changer en fait que je sélectionne ou pas, et ensuite en positionnant ici un deuxième repère à l'extrémité de la zone de chevauchement. Ça va? Donc démarrage
de la zone de chevauchement, fin de la zone de chevauchement. Je prends un troisième repère et là, je peux le positionner soit à l'œil, je me dis tiens, voilà, ça c'est pas mal, ça a l'air d'être au milieu de mes deux autres repères. Voilà, comme ça, je lâche, je le positionne. Soit pour ceux qui sont assez précis, je leur conseillerais de prendre l'outil de sélection rectangulaire, d'aller d'un repère à l'autre, peu importe la hauteur du moment que vous allez d'un repère à l'autre. Donc là, bah, c'est facile puisque les deux repères sont magnétisés, donc c'est facile d'aller d'un repère à l'autre. Eh bien, si vous prenez un troisième repère dans les règles, vous allez pouvoir vous approcher du milieu, vous voyez, de cette zone et tac, voilà, ça se positionne automatiquement, c'est magnétisé au milieu de cette zone en particulier. Donc là, vous avez bien repéré le démarrage, la fin et le milieu de la zone, c'est-à-dire c'est ici en fait qu'on va réaliser cette fusion. Ok? Alors avant alors je vais désélectionner, commande D hein, pour désélectionner. Avant de positionner mon coup de pinceau qui va permettre de faire la fusion entre les deux calques, je vais zoomer légèrement, tac, tac, comme ça, voilà, pour aller voir si on est vraiment parfaitement situé ici au milieu de la zone de chevauchement. Si ce n'était pas le cas, eh bien, avec l'outil de déplacement et en sélectionnant un calque en particulier, vous avez la possibilité, avec les flèches au clavier, vous voyez, d'aller soit vers le haut, hein, flèche supérieure, flèche inférieure pour descendre le calque 2 par rapport au 1, hein, c'est ça comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? On va prendre donc le calque 2, voilà, et hop, on peut donc positionner le calque 2 sur le calque 1 de façon à ce que ce soit le plus net possible, le plus focus possible le long de cette ligne du milieu et au milieu de l'image. Voilà. Donc là, c'est contrôlé, c'est parfait. On va dézoomer, si j'y arrive. Voilà. Comme ça, on a une petite vue d'ensemble. Et on peut, à ce moment-là, remettre l'opacité à 100%. 100%. Voilà. De cette façon, on a bien situé le démarrage, la fin de la zone de chevauchement et surtout le milieu de cette zone, puisque c'est là qu'on va effectuer la fusion. Alors, comment? Ben, tout simplement en ajoutant un masque de fusion. Masque de fusion, vous vous souvenez, ici, masque de fusion. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah oui, c'était par rapport à l'opacité. Voilà. Masque de fusion que j'ajoute ici par rapport au calque 2. Il est chaîné par rapport au calque 2. D'accord? Et c'est dans ce masque de fusion, c'est pour ça qu'il faut l'activer, que l'on va travailler avec un pinceau, tout simplement, que je vais dimensionner. Alors vous vous souvenez, hein, quand on pousse sur CTRL-ALT en même temps, hein, que l'on bouge la souris latéralement, on va se faciliter la tâche pour dimensionner en fait le pinceau. Et l'avantage de cette méthode-là, plutôt que d'aller chercher ici dans les infos, c'est qu'on visualise en réalité la dimension du pinceau. Ça, c'est intéressant. Donc là, moi, je vous conseillerais que votre pinceau, hein, quand il est comme ceci, comme vous le visualisez en rouge, là, le rouge est là simplement pour visualiser la dimension du pinceau. Hein. Ce n'est pas la couleur rouge que vous allez avoir, puisque vous êtes dans un masque de fusion et que nécessairement c'est du noir ou du blanc. D'accord? D'ailleurs, ici, si vous regardez, vous voyez que pour le moment, la couleur choisie est le blanc. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, parce que blanc sur blanc, on ne va pas avoir grand-chose, évidemment, au niveau du coup de pinceau. Donc on va s'empresser de basculer, vous vous souvenez? La petite touche qui est ici permet de basculer, ou mieux encore, sans quitter votre travail, la touche X au clavier permet de faire exactement la même chose. D'accord? Donc, je prends une largeur de pinceau qui correspond plus ou moins à la moitié, vous voyez? On pourrait rentrer 2 fois le pinceau rouge, si vous voulez, dans la largeur entre le premier repère et le deuxième repère. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et ce pinceau, je vais donc choisir la couleur noire. Hein. Sur le masque de fusion qui a été sélectionné, on va au-dessus de l'image ici se mettre tangent. Vous voyez le pinceau, je ne sais pas si on le voit bien, en fait il est là. Hein. On va se mettre donc tangent par rapport au bord de la ligne du milieu, du repère du milieu. Je dépose un premier coup de pinceau, vous ne le voyez pas parce qu'il est à l'extérieur dans la zone rouge, mais il est là, je l'ai déjà déposé.
et je vais déposer un deuxième coup de pinceau ici, tangent par rapport à la ligne du milieu également, mais en poussant sur la majuscule sur Shift, ce qui me permet de tirer un trait, si vous voulez, entre deux coups de pinceau. Donc en réalité, si je visualise ici le masque en poussant sur Alt et en cliquant dessus, voilà ce que je viens de faire. J'ai tracé une ligne droite avec un pinceau bord flouté très important, parce qu'en réalité, c'est ça qui va nous donner la fusion, le petit dégradé qui est là entre le noir et le blanc, qui va créer, si vous voulez, la possibilité de fusionner entre les deux calque 1, calque 2. Alors vous allez me dire, oui, mais et tout ceci alors? Parce que, bon, si je reviens un instant dans l'image, hein, en poussant sur Alt et en cliquant sur le masque, bah, on voit bien là que, vous voyez, ça, c'est plus foncé, ça fait donc partie de l'image calque 1, et ici, bah, on a toujours une partie plus claire qui fait partie du calque 2. Eh bien, effectivement, le trait, bah, il a plus ou moins la largeur ici, hein, enfin, il a la largeur du coup de pinceau. Il va falloir aussi, évidemment, retirer toute la partie qui est à gauche. Alors pour ça, je reviens un instant là-dessus, un petit truc, ce serait de remplir carrément toute cette zone-là, et je vais jusqu'au milieu de l'épaisseur du coup de pinceau, vous voyez, avec ma sélection rectangulaire. Je lâche, j'ai donc toute cette zone-là que je vais tout simplement remplir, compléter, si vous voulez, avec du noir, en utilisant l'outil de remplissage, édition remplir, et en le configurant, non pas en contenu pris en compte, mais en noir à 100%. Voilà. Je remplis donc toute la zone qui est à gauche de mon trait, de mon coup de pinceau. Donc là, si je désélectionne commande D, je visualise évidemment le début de ma zone de chevauchement, la fin, la fusion ici, avec le petit dégradé qui est ici entre le noir et le blanc. Je reviens dans mon image en poussant sur Alt et en cliquant sur le masque, et j'ai ma fusion qui a été effectuée. Voilà. Je peux retirer carrément le repère, hein, ici, le bouger et le rentrer dans la règle qui est à gauche. Et on va tout simplement voir si tout ça se passe bien à ce niveau-là. Donc si je fais un zoom positif, là, bon, on ne va pas faire si fort, voilà. Bah, forcément, c'est nickel ici parce qu'on s'était arrangé pour faire le chevauchement à cet endroit de la manière la plus performante possible. Rappelez-vous, le focus. Là où, généralement, ça pose problème parce que l'appareil photo a peut-être bougé au moment où on a poussé sur le déclencheur, ou bien est-ce que la bulle du niveau était parfaitement au centre, est-ce que l'appareil était parfaitement vertical? Ben, bien souvent, non. Et donc, du coup, ben, on a dans cette zone-là de semi-transparence un problème de raccord. Mais ça, c'est pas très grave. On va tout simplement bien veiller à être à nouveau sur le masque, hein, ici, hein, de sélectionner le masque, et de prendre un outil de pinceau. Alors là, on va prendre quelque chose d'un peu plus précis quand même, donc on va diminuer la largeur, le diamètre, et on peut, à ce moment-là, alors, deux possibilités évidemment, soit de faire apparaître le calque 1, soit le calque 2, et comment est-ce qu'on joue avec ça? Ben, simplement en choisissant noir ou blanc. Hein. Alors si j'essaye le blanc ici, je vais passer avec le blanc, ben, regardez, voilà ce que je pourrais éventuellement obtenir. Alors ça, bon, ça marche, ouais, ça marche assez bien. Mais ici, vous voyez, là, ça commence à coincer un tout petit peu. Alors, on va voir si éventuellement, avec le noir, donc je bascule avec la touche X en noir, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment, parce que là, on est parti pour la gloire, hein, vous voyez là, je suis en train de, là, pour rattraper ce genre de choses, vous voyez. Et là, regardez ce qui se passe si j'arrive trop près du bord, vous voyez ça? On voit apparaître en fait l'arrière-plan rouge. Et c'est pour ça que je vous avais conseillé, en tous les cas pour la partie assemblage, hein, montage, de placer cet arrière-plan, de choisir la couleur rouge ou une couleur bien pétante pour avoir l'attention attirée. Parce que si c'était du blanc, bah, vous ne le verriez pas ici évidemment. Si c'était un gris ou un noir, une couleur neutre, vous ne feriez pas attention à ce problème-là. Or, bah, là vous êtes en train de détériorer en réalité une partie de l'image qu'il ne faudrait pas, à laquelle il ne faudrait pas bouger. Donc du coup, on a l'attention attirée, hop, on voit le rouge, X au clavier, pour revenir en blanc sur cette zone en particulier. D'accord? Donc là, je vais choisir plutôt ici, c'est à tester, hein. Est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir? À vous de voir. Donc je vais plutôt choisir dans ce cas-ci le blanc, d'accord? Je vais faire ça.
Et là où, vous voyez, ça coince un tout petit peu, je pourrais très bien prendre un pinceau encore plus précis, revenir un tout petit peu en noir ici, vous voyez, et faire en sorte de, en passant de noir à blanc, je garde moi toujours un doigt sur la touche X au clavier pour faire en sorte de choisir une ou l'autre des possibilités tout simplement. Tant que ça ne se voit pas, vous voyez, si on fait un truc comme ça, je ne sais pas si quelqu'un va voir le problème du doublon que l'on a à cet endroit précisément. Je pense que ça passe tout à fait inaperçu. Si ça vous gêne, vous revenez tout simplement en blanc sur cette zone. Voilà, on pourrait faire ça. Et là, bon, un tout petit bord, là, voilà, par exemple. C'est le seul endroit là où ça coince un peu. Je descends de nouveau, toujours le long évidemment de la fusion, c'est-à-dire au milieu de la zone de chevauchement. Vous voyez, je reviens ici dans cette zone-là. Vous voyez, si je vais trop loin, voilà ce qui se passe. Je m'écarte. Et donc là, c'est presque irrattrapable. Il y a un moment où ça devient peut-être un peu difficile. Donc autant essayer de garder quelque chose de plus ou moins correct, évidemment, à cet endroit-là. Et là, je suis revenu en noir sur cette zone en particulier. Vous voyez? Donc là, je choisis l'un ou l'autre dans cette zone de fusion, soit noir, soit blanc. Plus je m'approche de la zone du milieu où on avait fait notre focus, moins j'aurai de problème, évidemment. Et si je dépasse là en descendant, j'aurai de nouveau, vous voyez, ce petit moirage, cette répétition du motif de l'herbe, des petites fleurs blanches, là, etc. Ici, on le sent bien, ici, dans cette zone-là en particulier. Vous voyez, il y a une répétition du motif, une espèce de moirage. Et en plus, regardez ici, vous voyez, j'avais quelque chose qui n'était pas très très net au niveau du buisson, au niveau du raccord ici entre les deux calques. Si je vais un peu plus loin, vous voyez, là, ça va commencer évidemment à poser de nouveaux problèmes avec le risque d'avoir de nouveau un débordement. Donc là, je reviens évidemment sur cette zone. Vous pouvez tester, hein, c'est vraiment... voilà, ici, il me semble que ça, c'est pas mal. On a un raccord tout à fait correct. Même s'il y a une cassure ici, on sent qu'il y a un changement de direction, c'est inhérent à la technique que je vous demande d'utiliser tout simplement. Donc on va essayer d'éviter les moirages dans l'herbe, hein, les doublons dans les touffes d'herbe, dans les dalles, les petites pâquerettes là où je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Vous voyez, on fait en sorte d'atténuer ces effets de moirage là dans toutes ces zones où il y a répétition. Là, on voit bien, on sent bien qu'il y a une répétition dans le motif. Là, on choisit soit noir, soit blanc, donc soit une des deux solutions, soit l'autre. Voilà. Bien, je l'ai fait rapidement ici, hein, mais c'est pour vous montrer la technique en question. D'accord? Je dézoome un petit coup. Tac, tac, tac. Alors, j'y vais. Non, j'y arrive pas. Voilà. Hop. Alors, voilà, on a déjà fusionné deux images, les unes, hein, l'une avec l'autre. Ok? On fait ça soigneusement, en zoomant évidemment dans les zones en question. Le mieux serait de rester évidemment parfaitement à l'horizontale, c'est-à-dire à la limite mettre un repère ici en haut du panorama et un deuxième repère en bas. On pourrait faire ça pour être sûr de rester au niveau de l'alignement sur la même ligne horizontale. Parce que c'est un peu ça le problème. Si on commence à cet endroit, normalement, au bout des 15 images, on devrait arriver évidemment au même endroit, au même niveau, à la même hauteur à l'autre extrémité. Ça veut dire que si je mets un repère horizontal ici au-dessus, par exemple, de ce petit chapiteau, à l'autre extrémité, je devrais forcément rester au même endroit, ce qui permettra d'ailleurs de garder un niveau parfait. Alors, on va refaire l'assemblage, mais cette fois-ci avec la dernière image que j'avais sélectionnée, la 6, qui est là, d'accord? Je la sélectionne en entier, tout sélectionné, commande A, rappelez-vous, commande C pour copier. Je quitte cette image, je la ferme, hein. Je retourne donc dans ce qui me reste ici, panorama, je dépose mon image numéro 6, donc sous un calque numéro 3. Je viens la déposer grosse louche comme ça pour le moment. Alors, ce qui va me gêner, c'est le repère là. Vous voyez, le repère, il est magnétisé, donc c'est un peu gênant. Donc, je vais virer le repère en question. Voilà. J'ai donc mon calque 3. On ne va pas se contenter d'un positionnement comme celui-là. Vous voyez bien la différence là de luminosité encore. On va jouer sur 50% d'opacité, 50%, pour beaucoup mieux évidemment positionner
l'image calque 3 sur l'image calque 2. Alors, en me déplaçant hein, avec l'outil de déplacement qui est là, vous voyez, si je fais ça, bah, je suis de nouveau gêné par le magnétisme automatique, les petites lignes roses là, que vous voyez apparaître, d'accord? Donc en poussant sur CTRL, je libère en fait cet automatisme qui me gêne un tout petit peu pour le positionnement. À nouveau, souvenez-vous, hein, c'est toujours ça hein, qu'il faut faire. Vous allez positionner à l'œil, comme ça, un peu grosse louche dans un premier temps. Vous allez disposer le calque 3 cette fois-ci, calque 3, sur le calque 2, à l'œil, pour faire en sorte qu'il soit le plus focus possible à l'œil sur la partie centrale, donc entre le démarrage de la zone de chevauchement du calque 3 sur le calque 2 et la fin. Ici, c'est là que ça doit être net. Alors là, je vous dis, c'est un peu grosse louche. Donc du coup, on refait le positionnement des repères, un au début, un à la fin, comme ça, et un troisième au milieu. Alors le milieu, bah, vous pouvez le faire aussi à l'œil. Hein. Voilà, je me dis, tiens, ça c'est pas mal, je lâche, sans mesurer avec l'outil de sélection rectangulaire. Hein. Et donc c'est une aide simplement pour faire en sorte que le calque 3 soit parfaitement focus sur le calque 2. Alors, comme ça, à distance, ça a l'air plus ou moins bon, c'est pas terrible d'ailleurs, mais bon. Et en zoomant justement dans cette zone en particulier, hop, 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 voilà, bah, je me rends compte que c'est pas tout à fait focus, pas tout à fait net. Donc, même petit truc avec l'outil déplacement enclenché et uniquement, hein, je laisse mon curseur de côté, uniquement les flèches du clavier. Je vais donc bouger le calque 3 qui est celui qui est sélectionné, vous voyez, simplement vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas, voilà, pour faire en sorte que ce soit le plus net possible au milieu de la zone de chevauchement, c'est-à-dire le long du repère du milieu. C'est pas ici à l'extérieur ni à droite que ça doit être net, encore une fois, c'est bien ici au milieu. D'accord? Je dézoome un petit coup, voilà. Je crée mon masque de fusion, vous vous souvenez. Je vais chercher mon pinceau, de nouveau proportion plus ou moins qui puisse rentrer deux fois hein, dans la largeur entre le premier repère et le deuxième repère, hein, une fois, deux fois, d'accord. Je prends bien soin de sélectionner la couleur noire, évidemment, pour qu'il puisse travailler dans le masque de manière visible. Je me mets ici tangent au repère du milieu, vous voyez, comme ça. Je dépose un premier point, si vous voulez, je lâche la souris, je descends jusque tout en bas, ici, je pousse sur la majuscule Shift et je dépose un deuxième point. Voilà, on a vu d'ailleurs l'image qui changeait à cet endroit-là, qui correspond en quelque sorte à l'effacement, alors Alt-clic, voilà, à l'effacement de la zone ici, correspondante au trait flouté, bord flouté, que je viens de tracer. Donc du coup, bah, encore une fois, toute cette zone-là doit être remplie de noir, évidemment, hein, pour ne garder que la fusion au milieu et puis une progression vers le calque 3 supérieur. Mais bon, moi j'ai l'habitude de remplir, vous voyez, avec l'outil de sélection rectangulaire que je viens de prendre, je complète toute la partie de gauche, hop, comme ça, en allant sur édition, remplir, je remplis avec du noir 100% comme tout à l'heure, voilà. Ça, je suis sûr que je n'ai rien oublié dans la partie de gauche. Ça va? On a donc notre petite fusion qui va s'effectuer ici. Je pousse sur Alt, je clique sur le calque, et voilà la fusion qui a été effectuée. Là, j'avais laissé mon opacité du calque 3 à 50%. Bon, on peut le faire si on veut, mais ici maintenant, en remettant l'opacité à 100%, je vois, je visualise réellement le résultat. D'accord? Alors, allons voir, je vais bouger le trait du milieu, le repère du milieu, et je vais aller zoomer un petit peu dans cette zone. De nouveau, tac, tac, tac. Non, on s'était arrangé ici pour faire en sorte que ce soit le plus net possible, rappelez-vous, l'arceau de la poubelle, le mur de briques, les escaliers, l'herbe, etc., à cet endroit-là, au milieu. Mais donc, bah, ici, il y a un petit problème, évidemment, c'est lié au fait qu'on a un personnage qui apparaît sur une des images et pas sur l'autre.
Donc encore une fois, grâce aux deux couleurs que l'on peut utiliser dans le masque de fusion, en sélectionnant bien le bon calque, je vais pouvoir décider de oui ou non conserver le personnage, puisque j'ai les deux possibilités au niveau du travail dans le masque. Regardez, si je travaille avec la couleur noire ici, eh bien, hop, je peux faire apparaître le personnage. Si je décide qu'en fait ce personnage est de trop, je bascule avec la touche X au clavier pour choisir la couleur blanche, et là, bah, j'ai évidemment l'autre version qui est disponible. Ça va? Soit l'une, soit l'autre. Je vais garder celle-ci pour mon exemple. Alors, n'oublions pas d'aller voir ce qui se passe en haut. Regardez, de nouveau, probablement un mauvais positionnement, enfin, en tous les cas, la verticalité au niveau de l'appareil photo qui n'était pas tip-top, et c'est très très souvent le cas, pratiquement tout le temps. Ici, ça va encore, ça va être rattrapable. Regardez, on va travailler simplement dans le masque de nouveau, en noir, en blanc, c'est vous qui voyez, comme on dit. Vous voyez, si je prends la couleur en noir, ici, voilà, je peux faire ça. Je ne vais pas aller trop loin non plus, hein, parce que sinon, bon, ça va devenir évidemment un peu compliqué à rattraper. Vous voyez, ça pourrait être une possibilité. Là, je démarre, je fais des choses déjà, j'ai déjà un peu trop débordé. Maintenant, si je fais ça en blanc, bah, je vais devoir m'arrêter tout simplement ici, à un endroit plus précis. Voilà, faire. Donc si vous gardez votre doigt sur la touche X du clavier, bah, vous pouvez facilement, si vous voulez, passer d'une solution à l'autre pour voir, tiens, quelle est celle qui donne le meilleur résultat. Ça va, c'est à vous de trancher à ce niveau-là. Alors ici, de nouveau, un petit problème avec la cheminée, mais je pense que la solution ici, avec le fait de choisir la couleur noire dans le masque, me paraît être la meilleure des deux possibilités. Vous voyez, les fenêtres, pas oublier hein, les petits détails comme ceux-là. Alors ici, comme on s'arrêtait, alors on s'arrête quoi? Ici, plus ou moins, voilà. Donc là, je vais faire un truc. Alors ça pourrait être très précis hein, au niveau de l'intervention. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire en sorte, en zoomant, de vous arrêter vraiment là où vous le souhaitez, tout simplement. Ça va? Bon, allez, on va faire un truc un peu rapide ici, grosse louche, comme on dit. Voilà, tac, tac, un truc comme ça. Est-ce que c'est mieux? Peut-être pas vraiment. Alors là, on a vraiment, on est parfois, alors parfois, et on y est peut-être ici, on est vraiment coincé, parce que on va pas s'écarter de trop, et en même temps, si je me rapproche, vous voyez, je vais avoir voilà, on a le cul entre deux chaises, comme on dit, c'est-à-dire c'est soit l'un, soit l'autre. À vous de voir ce qui va être le plus crédible et qui va surtout ne pas attirer l'attention au niveau du montage. Je pense qu'un truc comme ça, même si les fenêtres sont un peu de traviole, et qu'il y a une cassure hein, nécessaire, évidemment, c'est dû encore une fois à la méthode que je vous demande d'utiliser, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, je reviens sur la corniche, là, enfin, la gouttière, tac, tac, tac. Plus on descend, bah, moins on aura de retouches à effectuer, puisqu'on s'était arrangé, souvenez-vous, pour que ce soit impeccable ici en bas. Mais plus on passe au-delà de la moitié, bah, plus on va de nouveau avoir, vous voyez, des petites retouches à effectuer pour supprimer ces petits décalages, ces petites vibrations que l'on voit, par exemple, dans le gazon ici, etc. Vous voyez ici, si je fais ça, par exemple, bon, ça ne va pas, on va aller trop loin, au risque, encore une fois, de déborder. Donc, je rebascule en blanc dans ce cas-ci, et je m'arrête, hop, vous voyez, pour faire une belle petite, un beau petit raccord ici, là, au niveau de ces, je sais pas ce que c'est, moi, une espèce ouais, de pierres là, qui sont là dans le sol. Voilà, ça pourrait être quelque chose qui passe assez bien. Alors, ce n'est pas grave s'il y a un changement de direction, encore une fois, une cassure, comme je dis. Je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est tout à fait normal, puisque on n'a pas la possibilité de, comme le fait un programme dédié d'ailleurs à l'assemblage de panneaux, à déformer l'image pour faire des raccords plus arrondis tout simplement. Ça va? Je clique deux fois sur la main pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, vous voyez, mon montage est en train de prendre forme. Trois images déjà assemblées ici, eh bien vous allez continuer à soit agrandir l'espace de travail et accueillir de plus en plus de clichés. On va avoir donc une succession évidemment
de calques les uns sur les autres. Alors je vous rappelle qu'il en faut au minimum 15 pour faire le tour, hein, réellement, avec un léger débord gauche-droite que l'on recadrera en fin de parcours. Ça va? Voilà, ça c'est la méthode que je vous demande d'utiliser. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai au niveau finition ce que l'on peut apporter pour corriger, par exemple ici, différence de luminosité, recadrer à 360 degrés, éventuellement bouger un peu latéralement le panorama sur une version aplatie. Je vais vous montrer ça dans la vidéo suivante.